Bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur le sport où on démarre en peloton et à la fin, les Néerlandais n'arrivent jamais à savoir qui gagne. Aujourd'hui, au programme, on va débriefer l'Amstel Gold Race et la victoire. Bravo à l'équipe de France, bravo aux Français, à Benoît Cosnefroy. Attendez, non, on me dit dans l'oreillette que c'est Michal Kwiatkowski. Désolé pour l'incompréhension tout le monde. Bah oui, il va falloir apprendre à faire de bonnes photos finish les Néerlandais. On va d'ailleurs en parler de ce final incroyable dans la première partie. Et puis ce week-end, vous le sentez venir, vous le sentez bien fort, ce parfum de pavé. Et oui, c'est Paris-Roubaix. Est-ce que ce sera tout le monde contre Mathieu Van Der Poel ? Eh bien, c'est la question que l'on va se poser en deuxième partie dans le sprint final. Et avec moi autour de la table, que des numéros 10 dans ma team. Et je dis ça parce que c'est le 10e épisode de la deuxième saison. Et pour commencer, en présentiel, en personne, Rémi Dos Santos, bonjour. Salut Johan, salut à tous. Jérémy Sakian en direct du parc OL qui va commenter sûrement OL West Ham, c'est ça ? Moi, Johan, tant qu'on gagne, on revient à Lyon pour les matchs de foot. Donc désolé, je suis pas avec vous autour de la table. Allez West Ham. Ouais, allez West Ham. Alors du coup, comme ça, tu vas revenir très vite. Et Gilou qui n'est pas du tout concerné par les Coupes d'Europe parce que la Belgique, ça fait bien longtemps que les équipes sont toutes éliminées. Ça se trouve, je dis ça, mais c'est pas vrai, je les connais pas toutes. De retour pour une émission entière avec peut-être une petite surprise à la fin. Salut Gilou. Salut à tous, on est qualifié pour la finale de la Coupe Intertoto. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, la Coupe Intertoto, c'est une vieille coupe. Voilà, tout simplement, qui n'existe plus. Qui n'était pas un vrai trophée en plus. Oui, et en plus uniquement qualificatif pour la Coupe de l'UEFA. Ouais, on comprenait pas trop les règles, il y avait plusieurs finales. Il y avait plusieurs finales, c'était Bref, génial. ici on parle vélo, mais oui, c'est ça dans Ça déraille, et on va passer tout de suite au départ. Bon, on a eu le droit à 2 vainqueurs en 2 minutes sur l'Amstel Gold Race ce week-end. Benoît Cosnefroy d'abord, le français, puis Michal Kwiatkowski pour sa deuxième. Il n'y a pas à dire, comme l'an dernier, ils savent nous faire rêver les organisateurs avec la photo finish, Rémi. C'est ridicule. Je vais reprendre les paroles de l'excellent Marc Madiot, membre du jury, organisateur ridicule. C'était sur le Tour de France 2013, je crois. Il avait pété un câble comme ça. Tu sors des dossiers comme ça. Oui. Personne n'ira vérifier, on connaît pas le vélo ici. Non, mais c'est ridicule. Enfin, 2 ans de suite, ça, surtout que, allez, ok, sur l'année dernière, il y avait cette espèce d'histoire de pneus de Wout van Aert qui était. Alors, il y avait la photo finish qui était aussi de biais, etc. C'était un peu bizarre. Il y a beaucoup de scientifiques sur le dossier qui sont mis. La photo finish, elle est claire. Je sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont voulu se précipiter alors qu'il suffisait de regarder la photo. Bon, je sais pas, ils sont très bizarres. On rappelle que l'Amstel est une marque de bière, voilà, donc... Lien de cause à effet peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Jérémy, ça t'a fait sourire cette photo finish ou plutôt énervé comme Steve Chenel au commentaire d'Eurosport ? Ça m'a pas fait sourire, ça m'a bien énervé. Ils nous ont mis une belle clim, je crois qu'il faut le dire. On a tous imaginé que Benoît avait gagné et finalement non. Et comme l'a dit Rémi, c'est d'autant plus incompréhensible que la photo finish, elle est sans appel. Donc là, la faute, elle en revient uniquement à Radio Tour. Et effectivement, Marc Madiot, il me semble que c'était en 2013, l'année où le camion, de Orica s'était planté dans l'aire d'arrivée. Oui. Finalement, ils avaient déplacé la ligne d'arrivée à 5 km et au dernier moment, ils avaient remis la ligne d'arrivée plus loin et du coup, il y avait eu de la tension, des chutes et je crois que Bouhanni était tombé. Donc, grosse colère de Marc Madiot. Oui, Marc Madiot qui est connu pour ses coups de gueule. Bon, la Belgique n'était pas vraiment concernée dans ce duel final, Gilou, mais je suppose que ça t'a quand même fait un petit peu rire ce nouveau final, encore une fois, compliqué pour les organisateurs de l'Amstel qui... peut-être sont un petit peu trop au bar, plus que concernés par la photo finish. Sincèrement, il n'y a pas vraiment de choses à dire, ça devient risible. Normalement, quand tu fais quelque chose une fois, tu t'en sers la deuxième pour ne plus rééditer l'erreur. Ils le font 2 fois d'affilée, et le pire, au final, c'est pour Benoît Cosnefroy, la descente, elle a dû être énorme. On l'annonce vainqueur, il croit qu'il est vainqueur, et puis ensuite on change. Enfin, c'était lamentable. Il n'y a pas d'autres mots, ils sont pas appris de leurs erreurs. Moi, ça m'énerve en fait. On passe encore pour un sport d'amateur et ça, j'aime pas du tout. Bon, après, on a une solution, c'est qu'on va arrêter les arrivées à 2. On va juste amener une seule personne à finir en solitaire. Les coureurs, faites attention, n'arrivez pas au sprint sur l'Amstel parce qu'on ne sait plus qui gagne à la fin. Avant de parler de Benoît Cosnefroy, évidemment, qui nous intéresse, nous Français, on va parler de cette course d'abord. Jérémy, est-ce qu'elle t'a plu cette course ? Non.
Elle m'a pas tellement plu. C'est vrai que ça aurait été tu mieux kiffes avec une MSR, victoire de Cosnefroy, mais globalement, j'ai trouvé la course un peu décevante. Et c'est le cas depuis que l'Amstel a changé de parcours. Moi, ma vraie Amstel, celle qui me faisait rêver, c'est celle qui s'arrêtait au sommet du Cauberg. Je sais que tout le monde ne pense pas comme moi, que ça permet une course qui part de plus loin, mais le nouveau tracé ne me convainc pas. C'était déjà le cas la dernière fois et ça a confirmé mon impression. Et Rémi, toi aussi, t'as pas apprécié parce que, bon, Jérémy, il dit ça, mais il a adoré Milan-San Remo alors qu'on s'est fait chier pendant je sais pas combien de temps. Là, il y avait quand même un petit peu de bataille. Est-ce que tu as apprécié quand même la course? T'es pas obligé, hein, c'est pas une menace. Hein. Non, j'ai pas apprécié. Enfin, si, ça s'est un petit peu décanté sur la fin, mais c'était pas non plus extraordinaire. Donc, c'est vrai que l'Amstel est quand même bien décevante par rapport aux autres classiques de cette partie de saison. De par le tracé, je suis d'accord avec Jérémy. Et puis on a eu un vainqueur évidemment, Michał Kwiatkowski, qui a beaucoup travaillé pour Tom Pidcock normalement, qui devait être leader, et finalement il s'est retrouvé avec la stratégie d'Ineos devant. Et bien lui en a pris puisqu'il l'a remporté cette course. Stratégie parfaite. Gilou, tu l'as vu sur cette course pour Ineos qui avait 2 cartouches, l'une des seules équipes à avoir 2 cartouches d'ailleurs devant. Tu l'as trouvé bonne cette stratégie? Ils ont même plus que 2 cartouches. Enfin, s'il y a une équipe qui a éclaboussé cette course, c'est la Ineos. Ils ont été présents de partout. Ils ont assumé leurs responsabilités. Michał Kwiatkowski, c'est sa course, hein, quand même. L'Amstel Gold Race, c'est là qui performe le mieux. Il a déjà gagné. Il a déjà perdu aussi contre Philippe Gilbert en 2017, je pense. Mais masterclass de la Ineos, là, pour le coup. Il était temps, avec tout ce qu'ils ont fait depuis le début des classiques, qu'ils en claquent vraiment une très belle. Voilà, c'est fait. Ouais. Ils marchent toujours par 2. C'est comme les sites Ineos, ils ont toujours 2 cartouches. Ouais. Et Pidcock, Kwiatkowski sur le tour du Pays Basque, il y avait Rodriguez Martinez. Sur Ineos, qui disent que au final, ils ont compris qu'il n'y a pas que le Tour de France et que en cyclisme, le Tour de France c'est bien, c'est une super vitrine, mais il y a toute une saison et ils décident aussi de mettre un peu, pas tous leurs œufs dans le même paquet, mais un peu de distribuer, de voir autre chose, et c'est très très intéressant de voir ce genre d'équipe sur des grandes courses comme ça et surtout être dominant. J'aime bien. Non, mais surtout que l'équipe d'Ineos qui a brillé sur l'Amstel, mais Kwiatkowski, il a pété quand même un moment en roulant pour Pidcock. On l'a vu un petit peu derrière, c'est revenu parce que c'est un peu temporisé, mais il revient de loin quand même, Jérémy. Oui, mais ça fait partie de la stratégie d'équipe. Et on sait que quand une équipe se retrouve en surnombre à l'avant dans le final du Grand Classique, on commence par lancer les cartouches numéro 2, numéro 3. On garde toujours le leader en réserve aux côtés des autres favoris. Donc là, ça lui a profité. C'est un coureur d'expérience. Et puis, Gilou l'a dit, pour moi, c'est pas une surprise non plus. Parce qu'avant de gagner pour la 2e fois l'Amstel, il avait déjà fait 1, 2, 4, 5 et 8 sur cette épreuve. Il la connaît par cœur. Et il a eu Benoît Cosnefroy à l'expérience. C'est sa course. Il faut mettre les numéros dans l'ordre si vous voulez gagner un maximum d'argent, Jérémy, avec tous ces numéros. Non, on va parler de l'expérience un petit peu plus tard avec Benoît Cosnefroy, parce que là aussi, peut-être que ça a joué dans les têtes dans ce sprint final. Mais il y avait aussi un autre homme qui était largement attendu, Mathieu Van Der Poel, qui a finalement décidé de s'aligner sur l'Amstel. Il n'était pas forcément prévu. Il avait la pancarte, on le sait. Il semblait quand même assez fort, mais peut-être pas assez, Rémi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pas assez, peut-être trop seul aussi, parce qu'il a quand même été, il n'a pas été souvent relayé pour rouler derrière Kwiatkowski et derrière le duo Cosnefroy-Kwiatkowski. Donc après, est-ce qu'il a tout donné? Certainement, mais est-ce qu'il avait vraiment envie de s'arracher à fond, alors que la semaine prochaine, en pensant au dimanche d'après, Paris-Roubaix, je pense qu'il s'est quand même un peu gardé, il s'est un peu préservé, parce que depuis son retour, depuis Milan-San Remo, il a quand même beaucoup roulé aussi. Donc faut aussi qu'il fasse attention à pas exploser non plus. On a senti qu'il, je sais pas trop, mais qu'il était un petit peu en dedans, c'est vrai, parce que lors de son attaque dans les derniers kilomètres pour essayer de rattraper tout le monde, il en met une, mais on sent qu'il n'a pas forcément envie de tout donner. Jérémy, je pense que tu avais un petit peu cette même analyse. C'est qu'on n'a pas senti un Mathieu Van Der Poel hyper tranchant, c'était pas son envie ultime de la gagner. Je pense que s'il se passe la même chose sur par exemple Paris-Roubaix, qui est son grand objectif, il tente au moins autre chose. Un Mathieu Van Der Poel pas souverain, on est tous d'accord. Il était un peu juste. Alors maintenant, est-ce qu'il était un peu juste parce qu'il a accumulé trop de fatigue, parce qu'il a beaucoup roulé, c'est vrai, depuis San Remo, ou est-ce parce qu'il veut courir à l'économie une semaine avant Roubaix? Si ça avait été le Mathieu Van Der Poel 2020-2021, moi je vous aurais dit, il est un peu juste, parce que Van Der Poel, il court tout le temps au punch, au panache pour essayer de gagner. Mais, et Gilou l'a constaté aussi, je le sais, sur le Tour des Flandres,
cette année, Mathieu Van Der Poel, il a un petit peu modifié sa manière de courir en étant moins excentrique, moins attaquant, plus calculateur. Et je me dis que c'était aussi l'occasion pour lui de montrer des signes de faiblesse avant Roubaix pour s'enlever un petit peu de cette pancarte qui va peser sur son dos. Gilou, tu peux réagir à ça. C'est une tactique de la part de Mathieu Van Der Poel, tu penses ? Pas forcément sûr. Je pense que si vraiment il est très 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 fort, il va continuer à en mettre partout parce qu'il court comme ça. Mais moi, j'ai un peu, je vais peut-être être dur avec Mathieu Van Der Poel, mais pour moi, il y a aucune course où ça a été le plus fort en fait. Où vraiment, il a vraiment été le plus fort dans le sens où je pense que sur même le Grand Prix à travers la Flandre quand il gagne, je suis pas sûr que ce soit le plus fort. Sur le Tour des Flandres, c'est pas le plus fort. Ici, même si des fois quand tu perds, ben on sait que c'est toi le plus fort et que toi qui avais les jambes, notamment Pogacar sur le Tour des Flandres. Ici, c'était pas le plus fort. Je me demande si est-ce que ce Mathieu Van Der Poel là sera le plus fort dimanche à Paris-Roubaix. J'en suis pas sûr du tout. On en parlera plus tard, Gilou. Tu vas trop vite. T'as déjà envie de parler de Paris-Roubaix, on comprend. Ah pardon, excusez-moi. Tu adores tout ça pour dire que pour moi, ce n'était pas du tout le plus fort et qu'il n'a pas réussi à répondre aux attaques et voilà, tout simplement. Oui, il y avait quelqu'un qui était très fort, c'est Benoît Cosnefroy qui termine deuxième. On va écouter sa petite réaction juste après la ligne d'arrivée. C'est un beau podium, j'en suis heureux et même si voilà, j'aurais préféré gagner face à Kato au sprint, il était plus rapide que moi et ça s'est joué à peu, mais ouais, on peut être fier collectivement de ce podium et personnellement ouais, je suis content de monter sur la boîte. Je pense que j'étais parmi les plus forts de la course. Et dans le final, face à Kato, c'est vrai que c'est moi qui participe le plus et j'ai fait une bonne partie du travail. Lui passait des relais, mais un peu en dedans. Donc voilà, il avait la carte Tom Pidcock derrière, que moi, c'était vraiment ma carte de jouer au sprint face à lui. Il fait partie des plus forts, parmi les plus forts, c'est ce que dit Benoît Cosnefroy. Un petit peu humble, parce qu'on a l'impression que c'était quand même lui presque le plus fort, parce que lorsqu'il attaque, et pour rattraper Michal Kwiatkowski qui était devant, le Polonais, il va vite quand même, il va très vite, il se sentait vraiment très très fort. Ouais, il était très très fort, et ouais, il est impressionnant sur sa sortie. Pour moi, c'était le plus fort, au moins dans le final. Alors après, peut-être pas sur toute la course, évidemment, mais dans le final, c'est lui le plus fort. Kato avait bossé tout seul déjà avant, et puis il avait bossé même avant pour Pidcock. Donc ouais, il avait l'avantage. Et bon, on va en reparler évidemment en longueur, mais il joue mal le coup dans le final. Mais oui, il est trop humble et peut-être qu'il se satisfait. Peut-être qu'inconsciemment, il s'est dit je suis avec Katko, si je fais 2, c'est pas grave, et peut-être qu'il le joue pas peut-être comme il faut. Ce final. Ouais, parce que c'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Est-ce qu'il peut avoir des regrets ? On a l'impression que si, Jérémy, Benoît Cosnefroy, qu'il a pourtant pas trop mal joué tactiquement juste sur le sprint, parce qu'il a retardé un petit peu, mais c'est tout ce qui est avant, c'est la préparation du sprint où il a peut-être été un petit peu pris par ce manque d'expérience. Oui, bah ça c'est une certitude. Sur le sprint, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai la sensation qu'il pouvait encore jouer un tout petit peu. Il y avait un bel écart. On avait bien vu que Benoît et les autres ne reviendraient pas. Maintenant, effectivement, c'est dans l'approche. Et je crois que l'explication, elle vient de Julien Jourdi, elle vient de son directeur sportif. Il l'a dit très clairement après la course. Ils avaient peur d'un scénario à la 2019 avec un retour de Van Der Poel. Tout le monde avait ça en tête. Sauf qu'il y en avait un qui avait moins peur que l'autre parce que d'une part, il avait déjà gagné la course, donc un petit peu moins de pression. Et surtout, comme il l'a dit, il avait un leader derrière. Donc Benoît Cosnefroy a craqué, on a fait plus que Kwiatkowski. Et quand on voit l'écart qu'il y a entre les deux sur la ligne, il n'y a pas besoin de chercher plus loin d'où cet écart vient. C'est dommage parce que je pense aussi comme Rémi que Cosnefroy était le plus fort. Bon, nous on n'est pas forcément objectif parce qu'on reste français tricolore, mais il y a un autre tricolore avec d'autres, bien sûr, couleurs. C'est Gilou. Comment tu vois ça de ton œil extérieur un petit peu ? Tu penses que Benoît Cosnefroy méritait de l'emporter ? Qu'il méritait plus que Michal Kwiatkowski, pas forcément. Et puis on rappelle que Michal Kwiatkowski, c'est pas non plus un peintre au sprint. Hein. Il n'a pas été battu par Benoît au sprint ou quelqu'un qui n'avance pas dans les sprints. Donc c'était un très très beau duel qui aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre parce que quand ça se joue comme ça à des millimètres, c'est un peu un pile ou face. C'est tombé du côté de Kwiatkowski. Dommage pour Benoît, mais je pense qu'il a beaucoup de positifs à tirer de cette course. Et il y a un petit mur pas loin de chez moi à Oui qui peut l'attendre dans pas longtemps où ça peut lui servir. C'est
cette confiance pris et accumulée. Ouais, il y aura aussi du beau monde sur la flèche. On en parlera aussi encore un petit peu plus tard. Beaucoup de suspense dans ce podcast. Ouais. Bon, alors avec Benoît Cosnefroy sur... J'essaie de teaser un peu la suite. Tu vois. Sur le podium d'une grande classique. Cette fois-ci, pas de monument. C'est quand même exceptionnel pour nous, Français. Podium, merde, oui, encore podium. Bon, il y a Jérémy qui va râler en disant « Ouais, on n'a pas gagné encore. » Mais alors, j'ai fait un petit calcul. Avec toutes les courses d'un jour World Tour depuis le début de la saison, la France a toujours placé un homme sur le podium, sauf sur l'Estradé, le Het Nieuwsblad et à travers la Flandre. Ça fait 6 sur 9. Et franchement, Rémi, on a le droit de dire qu'on est quand même pas mal. On n'a pas gagné, on sait. Et franchement, ça fait plaisir, non? Ouais, mais alors moi, pour le coup, celui-là, il me reste en travers de la gorge. De par le scénar et de par le final, je me satisfais pas de cette deuxième place. C'est vraiment, elle me déçoit. Enfin, c'est pas Benoît qui me déçoit. C'est que le scénario fait que cette deuxième place elle est difficile à avaler. Et oui, je suis d'accord avec ce que va dire Jérémy, parce que je sais ce qu'il va dire. On gagne pas. Ouais, mais c'est bien les podiums, mais malheureusement, il faut gagner. Il faut avoir de la régularité. On n'arrive pas à avoir. Même si Benoît avait gagné, c'était. Non, mais c'est pas un monument, donc ça compte pas vraiment. C'est ça, Jérémy? Non, pas du tout. Non, attendez, l'Amstel, c'est une vraie belle course, hein, messieurs. Non, on n'aurait pas craché sur l'Amstel. Maintenant, effectivement, on n'a pas gagné, mais je vais quand même être un petit peu moins dur que d'habitude. Parce que cette fois-ci, on y a vraiment cru. Autant, c'est vrai que Madouas avait dit, j'y croyais pendant le sprint, et moi, c'était pas vraiment la sensation que j'avais à la télé. Autant Turgis, c'est vrai qu'on a espéré qu'il puisse revenir sur Mohoric, mais il est sorti à contre-temps. Autant là, Cosnefroy avait tout bien fait, jusqu'au sprint, jusqu'au dernier mètre de la course. Donc, on n'est vraiment pas passé loin, et ça, c'est de bon augure avant, effectivement, un monument qui lui correspondra beaucoup plus que les monuments pavés, c'est-à-dire Liège le 24. Là où je suis d'accord. C'est la première fois que vraiment tu joues la gagne en fait. C'est ça, tu pèses sur la dire. C'est ça. C'est vrai que là, pour le coup, ce que je disais la semaine dernière sur Turgis à San Remo ou Madouas au Tour des Flandres, qui sont pas forcément attendus dans ces courses-là, c'est Cosnefroy, pour le coup, les Ardennaises, on sait qu'il aime ça. Il a fait 2 sur la Flèche, il a fait 3 sur la Brabançonne. Voilà, il fait 2 sur l'Amstel. Donc, il tourne autour, mais c'est vrai que c'est des courses qu'il apprécie et sur lesquelles il a déjà brillé. Donc, sur lesquelles il brillera logiquement dans le futur. Et une bonne nouvelle aussi pour les Français qui nous écoutent encore. Décidément, ça n'arrête pas avec l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine qui a remporté cet Amstel féminin avec l'Italienne Marta Cavalli. Le premier grand succès pour la formation tricolore. Donc, ça aussi, pas une Française. On peut saluer. Oui, mais bon, on s'y rapproche, Rémi, tout doucement. On l'espère dans pas longtemps, peut-être avec le retour d'Evita Muzic qui est sur la Flèche Brabançonne. Léo Bouvier, quand même, qui vient de faire 11e à la 3e étape du Tour de Turquie, quand même. Ah d'accord, ouais, on a que des bonnes nouvelles, en effet. Voilà. Tu regardes un petit peu trop le Tour de Turquie, pour ce que c'est, mais on va aussi en parler. Figurez-vous, dans la prochaine rubrique, on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit. Bon, on parlait beaucoup de l'équipe Quick-Step sur les Flandriennes, mais est-ce que l'entêtement de Patrick Lefevere à vouloir faire de Remco Evenepoel un coureur de grand tour en l'amenant sur le Tour du Pays Basque, en Catalogne, etc., alors qu'il pourrait briller dans les classiques, c'est pas le problème de la Quick-Step et que ça pénalise un petit peu l'équipe? Rémi? J'attaque. T'attaques. Jérémy? Je suis d'accord avec toi, mais c'est en ce moment loin d'être le seul problème de la Quick-Step. Gilou? J'attaque pas. T'attaques pas. Alors nous, on est d'accord pour dire que c'est vrai qu'on aimerait bien voir Remco sur ce genre de classique. Il pourrait faire vraiment des gros dégâts, on n'en doute pas, parce que c'est un gros rouleur et il adore aussi ses courses d'un jour. Pourquoi t'attaques pas du coup, Gilou? Parce que je pense que ce qui vous fait dire ça, c'est sa victoire à la Classica San Sebastian. Et au final, il y a quand même des circonstances sur cette course. Quand on y pense, avant de gagner, il est quand même lâché très loin et il sort. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on ne le connaît pas forcément. Tu remets le même scénario maintenant, c'est impossible. Il ne sort pas, tout le monde roule derrière et le résultat n'est pas le même. Donc je ne suis pas forcément d'accord d'en faire là maintenant un coureur de classique et de le cramer sur les classiques. Il faut qu'il se cherche, qu'il se trouve et d'abord qu'il arrive à faire ses objectifs, c'est-à-dire les grands tours, qu'il essaie, qu'il se consacre à fond là-dessus. Et puis après, on verra. C'est parce que maintenant, Pogacar a fait... et Roglic ont fait des coureurs de grand tour, des coureurs aussi de classique et on veut voir tout le monde partout. Mais à l'époque, c'était pas le cas et ça dérangeait pas grand monde au final. Donc qu'on le laisse un petit peu tranquille, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, qu'il fasse ce qu'il sait faire et qu'il essaie de s'améliorer là-dedans. Hello, il y a la Classica, il y a aussi les Europes où il fait 2 derrière Colbrelli. Alors c'est vrai qu'il a un problème, c'est qu'il a pas de pointe de vitesse, mais il a toutes les caractéristiques pour briller sur ce genre de course.
suis pas sûr, mais c'est ton avis, on peut être. C'est mon avis. Ah, il était dans le match aussi avant de tomber sur la Lombardie, on se rappelle, hein, il bascule avec les meilleurs. Voilà, il a quand même quelques rêves. Je pense que ça là maintenant, il y aura quand même un avant et un après cette chute. Je t'aurais dit oui avant la chute. Là maintenant, est-ce que son corps et tout ça, ils sont encore capables d'emmagasiner tout ça, les tours, les classiques, la préparation est pas la même. Et quand on voit comment il galère un petit peu dans les gros pourcentages, je suis pas sûr. Voilà. Mais en fait, je pense que le Tour de Catalogne, c'est peut-être Catalogne. Non, c'est Pays Basque. Là, du Pays Basque, pardon, m'a mis un énorme coup derrière la tête et du côté du clan belge, on est en train de se dire est-ce qu'il en gagnera un jour 1 et c'est un peu compliqué de parler Remco pour le moment, je t'avoue. Oh, ça va venir, ne t'en fais pas. Et nous, on attend toujours, toujours, t'inquiète. Ça va venir, ça vient pas. Oui, nous, ça vient pas non plus. Hein. On n'a pas gagné c'est vrai. sur le tour d'une semaine depuis, je crois, de Dauphiné 2007. Voilà, super, ouais. Ça fait un petit moment. Tiens, on va parler un petit peu aussi d'un coureur qui n'est plus d'actualité, évidemment, puisqu'il est à la retraite depuis un long moment. Yann Ulrich qui a vendu un de ses vélos de son Tour de France victorieux en 98. Il a récolté 40 000 € pour l'Ukraine. J'ai dit quoi? Oui, pardon, 97. Yann Ulrich, c'est un Allemand sympathique, on est d'accord? Ça existe un Allemand sympathique? Bah, je te pose la question. Ah, oui, mais on est sûr qu'il va. C'est pas pour ses frais d'avocat ou quoi, ou parce qu'il est sur la paille? Non, moi, je rigole. Non, évidemment, je rigole. Non, mais si, c'est une superbe chose. Il a raison. C'est un beau geste. C'est hyper important. Puis c'est quand même une belle somme. Non, c'est cool. Jérémy. Bravo à lui. Et Gilou. Apparemment, il y a Cancellara qui a vendu son vélo à McLaren Mercedes. J'ai vu venir de tellement loin. C'est génial, franchement, c'est super cool. Merci Yann. On mangera une Bradwurst à ta santé, on boira une bière à l'Oktoberfest. Magnifique, merci Yann. Mais pas une Amstel, hein, parce que non, c'est pas ça bon marche pas. C'est pas bon. Les Belges, ils ont du mal avec l'Amstel, apparemment. Non, t'es malade, Gilbert l'a gagné, je sais pas combien de fois. Non, je parle de la bière, moi. J'ai vu Benoît, c'était compliqué. Hein. Une déception pour la Belgique, j'ai eu honte. C'est Benoît qui a gagné celle-là. Il n'y a pas eu besoin de photo finish. Mais là, il nous l'a mis profond, Benoît. Ah ouais, bien. En même temps, on a déjà vu son état après la victoire de Julien Alaphilippe lors des derniers mondiaux. On sent que c'est pas le dernier à rigoler, et ça tant mieux. Et ça nous fait sourire. Bon, il faut continuer parce qu'il y a beaucoup de choses encore. On parle du Tour du Pays Basque, tiens, avec l'image de la semaine, le passage à pied de Vingegaard et Vlasov lors de l'avant-dernière étape. Le Danois qui a déchaussé, parti un petit peu en vrille, a percuté le Russe. Sans ça, l'un des deux gagnait le Tour du Pays Basque. Est-ce qu'on est d'accord, Rémi, ou pas? Alors, non pour Vingegaard, peut-être pour Vlasov, mais Martinez était quand même très fort. Très bien. Jérémy? Johan, je vais pas pouvoir te répondre parce que j'ai suivi d'un petit peu trop loin le Tour du Pays Basque. En revanche, ce que je peux dire, c'est que Vingegaard, il tient pas mieux sur le vélo que Rémi dans l'Alpe d'Huez et que Johan Tritz dans le Galibier. Alors pour savoir, donc l'Alpe d'Huez, donc c'est Rémi qui faisait tomber ses vélos, ses bidons. Ses bidons, ouais. Et moi, je suis un peu chuté dans le Galibier, c'est vrai. On va pas se mentir, mais à mon avis, tacle par derrière de Jérémy Sakian, on n'a pas les images malheureusement. Gilou, t'en penses quoi de ça? Pas de nous deux, hein, de non, Pays Basque. Ça c'est pas important. Non, je suis assez d'accord, Martinez aurait gagné. Ah bon, bah moi j'étais Team Vlasov. Moi aussi, Team Vlasov là-dessus, mais bon, voilà, c'était l'image, fallait en parler avec Vingegaard qui est un petit peu déchaussé en pleine montée, c'est assez rare. D'ailleurs, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Roglic, c'est un 8ème du général à plus de 3 minutes, et Gaudu hors du top 15 par rapport à bien sûr cette course? Roglic, un petit peu, Gaudu un peu plus. Parce que 18ème, c'est quand même loin. À plus d'une minute, du coup. Devant, il y a quand même quelques mecs qui est censé pouvoir... Steph Kras, Brambilla. Ouais, voilà. On a vu ça. On pense à eux notamment. Bon, après, il peut être passé au travers, ça arrive. Hein, mais je suis plus inquiet pour une 18ème place de Gaudu que pour la 8ème place de Roglic. Même si Roglic, attention, petit signal quand même. Jérémy, est-ce que tu as peur pour quelqu'un là? Plus inquiet pour Roglic que pour Gaudu, moi. Ah, bah vas-y, continue, vas-y. Parce que Roglic, déjà, il a plus d'ambition, il veut gagner le Tour cette année, et Pogacar ne montre aucun signe de faiblesse, alors que lui, c'est déjà la deuxième grosse alerte après Paris-Nice. Quant à Gaudu, on sait qu'il est tombé sur Paris-Nice, justement. Il a continué la course au soleil uniquement pour se faire un petit peu de foncier, continuer sa prépa avant le Tour du Pays Basque. Qu'il soit en retard, pour moi, c'est pas une grande surprise. Mais Roglic, il n'y a pas vraiment d'excuses. Gilou, est-ce que toi, tu es inquiet pour l'un de ces deux coureurs, ou tu dis tout va bien dans le meilleur des mondes, ils sont pas belges?
Non, pas du tout. Je suis d'accord avec Jérémy dans le sens où c'est quand même inquiétant pour Roglic. On sait que, on va dire, au début de saison, il y avait 2 grands favoris pour le Tour de France, les 2 Slovènes. Voilà, il y en a un qui a prouvé et il y en a un qui n'a encore rien prouvé du tout. Donc, franchement, j'y pensais encore ce week-end. S'il n'arrive pas quelque chose à Pogacar, on risque de s'emmerder pendant 3 semaines. Oui, d'ailleurs, on a vu les cotes. 1,55 pour Pogacar. Ouais, c'est incroyable. 1,55, il peut se passer 1 million de trucs. Et il est à 1,55. Ça veut vraiment dire que pour les bookmakers, s'il reste sur son vélo, c'est gagné. Ouais, on en parlera d'ailleurs de ces paris parce qu'on a regardé tout à l'heure. On regardera les paris. Il y a des trucs même vraiment sur Paris-Roubaix. Hein. Oh, c'est un enfer. Un enfer, tiens. Justement, c'est très très drôle ce que je viens de faire. Un joli jeu de mots. Le mec s'auto-congratule. On termine avec une note bien plus grave, avec la lourde chute sur le Tour de Turquie, avec notamment Nasser Boigny qui a dû être transporté à l'hôpital. Un passant qui marchait sur la route alors que le peloton arrivait derrière à vive allure. Et surtout l'intervention d'un bénévole, gilet jaune, qui a voulu intercepter au dernier moment le passant et qui a ensuite provoqué, les deux évidemment, la chute. C'est pas possible de voir ça à ce niveau dans des courses professionnelles comme ça, Rémi, est-ce qu'on est d'accord ? Oui, on est d'accord, surtout que c'est quand même improbable d'être comme ça et qu'il n'y ait personne qui s'interroge, qui intervienne. Ouais. Mec, il marchait tranquillement. C'est que le Tour de Turquie, mais ça reste quand même le Tour de Turquie. Et en plus, il y a quand même un petit plateau qui est sympathique, donc on a envie que derrière ça suive au niveau de l'orga et de la sécurité. Et là, c'était pas le cas. Avant de donner la parole à Gilou qui a un coup de gueule à passer, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Jérémy, t'en penses quoi de cette histoire ? D'accord avec Rémi, j'ajouterais que c'est même un énorme plateau, en tout cas en ce qui concerne les sprinteurs, parce qu'on a du très très lourd et que c'est inadmissible d'avoir une organisation défaillante comme ça. Je vais laisser Gilou passer son coup de gueule, mais juste un mot quand même, parce qu'on parle de chute et de courir à l'hôpital. Un mot aussi pour Milan Vader, qui est tombé pour la Jumbo-Visma sur le Tour du Pays Basque et qui visiblement est dans un mauvais état. Donc grosse pensée pour lui. Ouais, on espère que tout le monde va pouvoir se soigner, même si Milan Vader, c'est vraiment c'est l'horreur. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Gilou, vas-y, ton coup de gueule sur le Tour de Turquie. Oui, mettez une pression. Non, mais moi, ce qui m'énervait vraiment, et je l'ai vraiment pris personnellement, c'est que, en fait, la personne qui traverse ne se rend pas compte des risques qu'elle prend pour elle, pour le peloton, pour les coureurs, et elle ne se rend pas compte que ces gens sont en train de faire leur métier, qui sacrifient toute leur vie et toute leur vie, des fois familiale. Ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leurs femmes pour être au top, pour être les meilleurs sur des courses. Et on sait que le sport, comme le cyclisme, est déjà un sport dangereux, et on vient encore rajouter du danger avec des gens qui se permettent de faire des choses qui sont tout simplement inadmissibles. Alors, j'en veux pas forcément au Tour de Turquie. Là, on pouvait en vouloir au Tour de Pologne pour l'arrivée qui a eu la chute de Jacobsen, parce que sincèrement, ça pourrait arriver n'importe où. Autour des Flandres, il y a un débile qui traverse juste pour faire tomber quelqu'un. Ça peut arriver n'importe où. Moi, pour le coup, j'en veux pas trop au Tour de Turquie. J'en veux à ce mec qui ne se rend pas compte, comme l'autre avec son Opiomi, du danger qu'elle peut commettre, et des carrières qui peuvent être brisées, des vies qui peuvent être brisées, alors que ces gens ont sacrifié toute leur vie pour être au top et pour pousser fort sur les pédales. Ça me rend dingue quand au football, il y a une personne qui rentre sur le terrain, il a 72 000 stewards qui viennent le plaquer et il prend 872 000 euros d'amende et une interdiction de stade pendant 4 générations. Au cyclisme, c'est pas comme ça, et sincèrement, ça m'énerve fortement, et j'espère que Nasser ira bien très très vite. Bon, pour la fin des propos de Gilou, vous pouvez mettre la traduction sur YouTube, parce que les sous-titres, calculez-moi, je sais pas ce que c'est ce nombre. N'hésitez pas à le mettre, vous avez compris l'idée. Oui, non, mais c'est vrai. Aussi, malheureusement, le bénévole qui a voulu réagir a aussi entraîné le fait que ça fait complètement barrière. Donc c'est vrai que ça s'appelle un suraccident. Ouais, malheureusement pour lui, il aurait mieux fallu ne pas intervenir, mais on peut pas lui en vouloir. En tout cas, il a voulu faire son travail, et malheureusement, il a été pris dans la chute comme pas mal de coureurs, mais Boigny surtout à l'hôpital. Bon, allez, on va parler à une course aussi qui en met beaucoup par terre, puisque Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, un peu moins boueux que l'année dernière, mais on va quand même se régaler, on l'espère. C'est la preview de Paris-Roubaix dans le sprint final. Oh, le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh, que ça, c'est pas bien.
un Paris-Roubaix au milieu des Ardennaises. Après avoir eu un Paris-Roubaix au mois d'octobre, on vit des moments particuliers dans le cyclisme. Cette fois-ci, ce n'est pas le Covid, mais le premier tour de l'élection présidentielle qui a déplacé la course. Désolé Gilou, on a préféré voter que de regarder Paris-Roubaix. Le tenant du titre n'est pas là. Sonny Colbrelli, victime d'un malaise cardiaque sur le dernier tour de Catalogne. J'allais dire si Macron était là, putain, je croyais qu'il parlait politique. Non, pas du tout, on ne se permettrait pas. Donc Sonny Colbrelli absent, évidemment, on sait tout ce qui s'est passé pour l'Italien. Un favori donc se dégage pour sa succession. C'est le 3e de l'an passé, le 3e de l'Amstel, le vainqueur du Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel, Rémi Dos Santos. Est-ce qu'on a raison? Maxi pancarte, hein. Énorme pancarte. Et le problème d'ailleurs de cette pancarte de Van Der Poel, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un scénario comme l'année dernière avec un mec devant et Van Der Poel qui doit travailler pour tout le groupe pour essayer de le ramener et qui le paye dans le final, même si je pense qu'il aurait jamais rattrapé Moscone s'il n'avait pas crevé puis était tombé, mais ça c'est une autre histoire. Il lui a manqué sur le final pour le sprint face à Colbrelli et Vermersch. Donc c'est ça le problème de cette course, c'est qu'elle est très difficile et il n'aura pas de soutien. Alors moi, il y a quelque chose que je voudrais noter juste avant de prendre la parole, Gilou, c'est on parle des paris, des cotes notamment. Alors Mathieu Van Der Poel est à 4, égalité avec Mats Pedersen. Moi, je ne comprends pas parce que pour moi, Mathieu Van Der Poel est ultra favori quand même. Quand on le voit courir depuis le début de l'année, j'aime beaucoup Mats Pedersen. Mais quand même, Mathieu Van Der Poel, en plus, avec ce changement entre guillemets de stratégie, il a montré quand même que c'est quand même le plus fort. On n'est pas d'accord? Si, je suis d'accord avec toi, c'est le code de Mats Pedersen. On parle souvent en pari de value, c'est-à-dire une cote intéressante où on pense que on a plus, que la cote est tout simplement intéressante. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Là, pour le coup, Mats Pedersen, c'est pas du tout une value à 4, je comprends pas. Il est quasiment even avec Mathieu Van Der Poel. Bizarre cette cote. Alors peut-être qu'avec tout ce qui se passe autour de Van Aert, ils essaient de trouver peut-être un autre favori. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Je comprends pas cette cote de Mats Pedersen qui était encore à 7 quand Van Aert était là. Bon, Jérémy, Mathieu Van Der Poel, c'est bien notre favori, non? C'est le favori, mais le favori gagne rarement dans le cyclisme moderne et c'est d'autant plus vrai sur Paris-Roubaix, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on a une équipe relativement faible comme c'est le cas pour Mathieu Van Der Poel. Donc pour moi, ultra favori, oui, mais ça revient à environ 30-40% de chances de gagner. C'est sa cote, c'est bien. Tu pourrais être bookmaker. Ah bah ça, les chiffres, ça le connaît. Mais les magouilles surtout, c'est pour ça qu'il peut pas être bookmaker. Ouais. Parce qu'il y a un problème de magouille. Il m'a déjà envoyé de l'argent pour le quiz de tantôt. Enfin, c'est un bordel. Ça m'étonne pas. Est-ce que vous voulez les dernières déclarations sur Wout van Aert? Ah oui, parce que oui, on voulait parler des retours de Wout van Aert. Bah donne-le, comme ça on va peut-être pouvoir en discuter un petit peu. Quelles sont les dernières infos dans le plat pays? Petite sortie de son directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma qui dit « Si Wout van Aert est là dimanche, ce sera dans un rôle d'équipier. Pour gagner Paris-Roubaix, il faut être au top et ce ne sera pas possible pour Wout. » Ah oui, c'est donc un gros changement. On espérait, pourquoi pas, le retour de Van Aert. Ça fait longtemps que j'y croyais. Pleine possession de ses moyens. Ça n'est pas le cas. Ça aussi, ça change littéralement la donne. Mais ça veut dire quoi, équipier, pour Van Aert? Ça veut dire qu'il va travailler pour Laporte, Gilou? Ouais, tout simplement. Pour Laporte, pour Benoît. Oui, bien sûr. Comme ça, s'il est là. On sait que Wout a montré qu'il était tout à fait capable de se mettre comme équipier, de sacrifier, de se mettre à plat ventre pour une autre coureur que lui. Donc moi, ça m'étonnerait pas de le voir dans ce rôle d'équipier pourquoi même pas tirer le peloton, hein. Il est capable de le faire, ça surprendrait des gens, mais on va dire, contrairement à Mathieu, Wout a peut-être un peu moins d'ego. Ah, ça c'est dit au moins. Je voulais écouter Jérémy qui dit « Mais bien sûr, ça sent la tox », c'est ça? Ouais, mais les pro-Mathieu, là, on connaît. Non mais moi je peux pas imaginer une seule seconde que Van Aert vienne pour faire le coéquipier ou pour faire de la figuration. S'il vient, c'est qu'il se sent bien, c'est qu'il a vu qu'il avait les capacités pour suivre et un Van Aert, qu'est-ce qu'on doit en attendre s'il est au départ de Paris-Roubaix? Qu'il fasse la guerre avec Mathieu, point barre. Alors après, est-ce que ça bénéficiera à Benoît ou à Laporte? C'est une autre question, ça c'est de la stratégie, mais s'il vient c'est pour gagner, il faut arrêter de se mentir. C'est quoi justement je suis pas forcément d'accord, mais putain, on n'est pas forcément...
Oula, c'est pas fluide, c'est pas fluide, c'est pas fluide. Il y a aussi une autre absence, non, parce que Van Aert pourrait revenir dans un rôle d'équipier, entre guillemets, je le dis bien. L'absence de Pogačar, il a décidé, comme il n'a pas gagné le Tour des Flandres et qu'il ne peut pas faire le Grand Chelem, il n'est pas là. L'absence de Pogačar, est-ce que ça change quelque chose, Rémi ? Je sais pas. Là, c'est sûr qu'on le verra. En plus, on pensait le voir pour au moins préparer l'étape des pavés du Tour. Donc c'est un petit peu étonnant. Est-ce que ça change quelque chose ? Je sais pas. Parce que le Paris-Roubaix, c'est quand même pas comme le Tour des Flandres. Je pense que physiquement, Pogačar souffrirait beaucoup plus que sur les monts pavés. Donc je pense pas qu'il aurait été aussi souverain que sur le Ronde. Ouais, en attendant, on a donc un Van Aert équipier, un Pogačar absent. Du coup, vous êtes en train de me dire que Mathieu Van Der Poel n'est pas favori, mais ça va être difficile de gagner. Mais alors, qui va gagner, parce que si c'est pas Mathieu Van Der Poel, j'aimerais bien qu'on me dise, moi. Stefan Kung. Quelqu'un a une idée ? Gilou ? Mais moi, je suis assez d'accord avec l'idée Stefan Kung. Je pense que c'est la course qui lui conviendrait potentiellement le mieux. Mais moi, j'ai un petit scénario à vous proposer. Est-ce que l'échappée matinale, elle ne peut pas aller au bout ? Qui a envie de contrôler pour amener Mathieu à la victoire ? Justement, qui a envie de contrôler ? Réponds, qui a envie de contrôler ? Qui pourrait contrôler ? Non, je pense que d'office, Van Aert avec son rôle d'équipier. Quick-Step ira contrôler, Jumbo aussi. Mais l'idée d'une échappée matinale qui va au bout, on sait que sur Paris-Roubaix, c'est possible. Dans ce style de scénario où on a un ultra favori, parce que oui, Pedersen les mêmes cotes, mais bon, soyons logiques. S'ils se disent, nous, on va pas contrôler pour pas amener Mathieu au sprint, ok, allez, si vous voulez pas rouler, vous n'avez pas l'équipe assez forte, l'échappée prend 10 minutes, 15 minutes, c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible. Jérémy, cette stratégie, elle te semble plausible ? En tout cas, cette course qui peut se dérouler avec une échappée qui va jusqu'au bout, ça te semble plausible ? C'est plausible, c'est possible, mais Gilou a évoqué un point important qui selon moi est capital, c'est que cette équipe Quick-Step est passée au travers de toutes ses classiques et là c'est la dernière chance de sauver l'honneur sur les Flandriennes et je les vois pas passer à côté, je les vois pas se défiler. Alpecin, c'est vrai que c'est un petit peu léger pour contrôler la course, mais ils ont quand même souvent la tendance à mettre des coureurs dans l'échappée, donc si c'est le cas, ils contrôleront peut-être pas tant que ça, donc je pense que Quick-Step donnera un gros coup de main, je pense que Trek effectivement, même si Pedersen est surcoté, a intérêt à ce que l'échappée soit reprise. Donc c'est un scénario qui est possible, qui est plausible, mais qui me semble quand même improbable. Oui, bien sûr, on parle de très peu de pourcents, mais comparé à d'autres courses, tu vois, je te dirais Liège-Bastogne-Liège ou quoi, c'est strictement impossible. Je pense que c'est le seul monument où c'est possible. Et surtout qu'il y a un petit peu moins peut-être de difficultés cette année avec il fera sûrement beau ce week-end, je ne vais pas trop m'avancer, on ne sait jamais, mais du coup c'est vrai que ça peut être possible sur une échappée qui va pouvoir en tout cas moins endurer ces conditions toujours difficiles qui sont parfois difficiles dans Paris-Roubaix. Donc on parlait de Quick-Step avec Asgreen qu'on a revu à l'avant de l'Amstel, mais on peut parler aussi de Stefan Kung, pourquoi pas, Tom Pidcock, Benoît aussi, et j'avais pas noté Pedersen, vous avez vu dans la liste, donc à quel point je pensais pas. C'est un petit peu ça, Rémi, je sais pas oui, et puis je peux rajouter un truc après. Bien sûr, tu auras le droit. Christophe Laporte, Anthony Turgis, s'il a récupéré de sa chute sur le Tour des Flandres. Là, juste comme ça, dans les outsiders, oui, ça me paraît cohérent. Gilou, tu vas nous sortir quoi là dans ton chapeau ? Va pas trop vite, Paris, c'est plus tard. Pas vraiment de mon chapeau, mais vous savez, vous parlez de cote depuis beaucoup dans cette émission, les parieurs ont fait baisser une cote très 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 forte d'une personne, et ils en ont réussi carrément à en faire le 5e favori. Est-ce que vous savez qui c'est ? Katko. Non, pas du tout. On n'y penserait pas au premier abord, mais ils en ont fait le 5e favori de cette course, je ne mens pas, en pariant énormément. C'est Filippo Ganna. Ah oui, on a vu ça tout à l'heure, Filippo Ganna. Filippo Ganna est coté, pareil que Stefan Kung, est mieux coté que Casper Asgreen, que Laporte, que Pidcock et Sénéchal, parce que voilà, il y a eu un push énorme des parieurs qui ont réussi à faire bouger les cotes. Donc qu'attendre de Ganna, mais pour les bookmakers, ce sera le 4e favori, voire le 3e si Wout continue à augmenter. Moi, après, je dis plus rien sur Ganna parce que maintenant, il arrive à grimper aussi bien que les meilleurs grimpeurs. Il roule, ça, personne ne le rattrape. Si en plus, il commence à nous claquer à Roubaix, lui aussi, ça va être un sacré ovni. Pourquoi pas Ganna ? Jérémy, t'y crois, toi, Ganna ? Après, Ganna, il faut qu'il arrive tout seul. S'il arrive avec Pedersen, avec Van Der Poel, c'est compliqué, mais on sait qu'il a la caisse pour s'isoler. Et surtout, Ineos a plusieurs cartouches, donc ils peuvent vraiment jouer ce rôle comme sur l'Amstel d'harceleur des favoris, avec du Van Barle, avec du Ganna, ça peut faire mal, avec du Sheffield aussi, donc pourquoi pas.
À 2 au sprint avec Kung et ils font 3 tous les deux. Ils font 3. Et on rajoutera Remco dans un futur proche pour faire un joli sprint 2023. bien lancé, bien comme il faut. Pourquoi prendre une balle perdue encore comme ça? Et ils arriveront jamais sur la ligne, tu vois, et personne n'arrivera à dépasser. C'est incroyable, mais j'aimerais bien voir ça. Du coup, qui va être sur le podium parmi les Français? C'est Turgis, Laporte, Rémi, parce qu'il en faut bien, hein, on a l'habitude maintenant. Non, moi je vois plus Laporte. Je pense que Anthony Turgis, pour le coup, sa chute lui a fait plutôt mal. Ouais, Laporte, ça me paraît cohérent encore. Jérémy, toi qui adore les podiums français, est-ce que tu en mettrais un autre peut-être? Non, c'est Laporte qui évidemment, surtout avec Van Aert équipier pour lui, va nous claquer Paris-Roubaix. J'aime bien quand tu mets des tirs comme ça, gratos, à Gilou. Laporte, c'est le plus crédible. Après, moi, je reviens pas sur mes propos. Je pense qu'il n'y aura pas de Français sur le podium à Roubaix. J'avais dit pareil sur San Remo, je me suis trompé. Laporte le plus crédible, mais ayons quand même un œil sur Florian Sénéchal. C'est vrai qu'il est passé à côté, comme la Quick Step, mais c'est sa course de prédilection, c'est sa course fétiche, donc il sera pas loin, je pense. Attention aussi à Turgot. Hein. À Turgot pour un podium, ça peut être possible. Oh, j'ai sorti un truc à l'ancienne qui avait fait podium, bien sûr, à la surprise, entre guillemets, générale, encore une fois. Dernier truc, les gars, avant de terminer cette page Paris-Roubaix, c'est la gestion de la pression des pneumatiques qui va être autorisée en course par l'UCI. Ça peut changer la donne. Bon, je n'ai pas toutes les infos non plus parce que c'est tombé il n'y a pas très longtemps à l'heure où on tourne le podcast, mais on va sûrement pouvoir, grâce à un appareil, gérer un petit peu la pression de ces pneus. Ça aussi, ça peut changer un petit peu la donne. Jérémy, peut-être que toi qui es le plus calé sur la pression des pneumatiques, tu peux nous répondre. Alors là, vraiment, tu t'adresses à la mauvaise personne. Ça me semble être plutôt sympa, hein. Si tu peux regonfler tes pneus sur le vélo, c'est plutôt marrant. Mais alors, je n'y connais strictement rien. Il faudrait appeler quand même le spécialiste du cyclocross, c'est Anthony, mais il a des choses à préparer, il n'avait pas le temps aujourd'hui. Oui, bon, comme souvent. Gilou, toi, ça te dit quelque chose? Ça te parle, ce truc-là, ou pas? Je voulais en parler parce que quand même, ça va arriver pour Paris-Roubaix. Bah, j'ai lu ça aussi, je suis un peu intrigué. Je vais faire un peu un parallèle avec un autre sport qui n'a complètement rien à voir, c'est avec la natation. En natation, on n'a pas arrêté de développer des combinaisons en polyuréthane, en queue de flûte de pan qui glisse tout seul, je sais pas quoi. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait marche arrière. Là, on commence aussi avec les selles télescopiques, avec le changement de pression des pneus. Est-ce qu'au final, on va pas juste refaire marche arrière et avoir des vélos? Ouais, c'est peut-être avec des machines complètement dénaturées et tout, déjà qu'on peut plus mettre les bras sur le guidon, c'est n'importe quoi ça. Non, je rigole. On est sur un autre débat. Allez, on va passer au quiz parce que ça va être le moment le plus important parce que Jérémy Sakian est avec nous, mais il ne fera pas le quiz aujourd'hui. On a une demande spéciale venue tout droit de Belgique et on va donc avoir le droit à un quiz. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? On verra juste après le jingle. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche... Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Oh oui, c'est pour Rémi. Car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Bon, ça me fait mal de le dire, mais je laisse les commandes à Gilou, du coup. Hein. Vas-y, c'est parti, explique-nous comment va se passer ce quiz. Je vais rappeler le classement juste avant. Je suis en tête avec Gilou qui ne pourra pas marquer de points. Ça, c'est la bonne nouvelle. Anthony, 3 points. Rémi, un seul petit point. Et pourquoi pas l'entrée dans ce classement de Jérémy Sakian? Ça serait moche que je sois égalité avec Jérémy alors qu'il a fait qu'un quiz. Je vous explique, mais bon, comme je ne suis pas là, il faudra peut-être que vous m'aidiez sur le vainqueur et qui a les points. Donc, il faudra 2 points pour se qualifier en finale. Donc il y aura un éliminé et ensuite quand on sera en finale, le premier à 2 points remportera ce quiz. Il n'y a pas de thème sur ce quiz, juste c'est mon amour du cyclisme et ces moments qui m'ont fait aimer le cyclisme. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je crois, oui. C'est parti. Hein. Ça promet, ça promet. Première question. Tour des Flandres 2015 remporté par Tom Bonnen. Mais qui est le premier français? Indice, c'était un FDJ. Ladanius. Non. On a perdu du coup, Gilou, on peut pas rejouer. Non, pour vous pouvez name dropper, c'est-à-dire c'est tellement dur que vous pouvez lâcher des noms comme ça. Je suis pas comme Jérémy, qu'un seul nom avec des règles à la mort malneux. Arrête, tu gagnes. Ça t'intéresse. Le premier français en 2015. FDJ Offredo? Non, il est 22e. Il est 22e. À la FDJ. Arnaud Desmar? Non.
Bah, si c'est tellement dur et que c'est Arnaud démarre, c'est qu'il nous prend pour des couillons. Hein. Non, mais... Oui, en 2005 Arnaud démarre, je suis pas sûr. Ah, 2005 2005, t'as dit 2015. Attends. T'as dit 2015. Non, bah je me suis trompé, désolé. Ah. Il y en a pas un qui s'est dit il a pas gagné en 2015. Bah oui, en fait, moi j'ai écouté fidèlement. Déjà, je lui file les clés du quiz et il est pas foutu de poser une question sans faute. Oh là 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 là. Attends, mais 2005, bah ça 2005. change tout, Ah ça ouais. change tout. Ah bah ça change tout, ça change tout. Mangin C'est dur, hein. Mangin, non Non. Ouais, 2005. Je vais dire Guédon, mais bon. Ah putain, j'ai... Eh oui, Tiens, Frédéric j'allais dire, Guédon. Attends, mais d'où c'est difficile, c'est le premier. C'est une honte de dire ça. Bah, il était 22ème. Enfin, oui, bah, je sais pas. Pour moi, je trouvais ça difficile, mais après, je suis pas français. Il a gagné quand même Paris-Roubaix, Gilou, hein, pour ton info. Ouais. S'il te plaît. Il a quand même gagné Paris-Roubaix pour ton info. Oui, je sais, mais. C'est un plus que. À cette époque-là, C'est un plus que les Van Aert, anciens hein. temps, c'est pas trop bon. C'est un, D'accord. c'est un plus que Van Aert pour Guédon. Je pense qu'il devrait avoir son point Je retiré. prends mais des balles perdues. je vais demander à ma femme un gilet pare-balles la prochaine fois que je fais un podcast. On a Gilou par balle. J'allais le faire. Ouais. Je suis dégoûté. J'allais faire un Gilou par balle. Non, sérieux. Attention, une seule réponse autorisée par personne. La première course que j'étais voir, c'est la Flèche Wallonne 2004, remportée par Davide Rebellin. Mais en fait, il a quel âge, Rebellin? 52 ans. Non, pas 52. Ah, dur. Bon, bah, au moins, il y a Eh pas- bah, moi je vais Jérémy, dire vas-y. 50. Exactement, point. Vamos. Il a 50 ans, Davide On l'a Rebellin. vieilli. On l'a vieilli. Troisième question. En 2007, Tom Boonen remporte son seul maillot vert sur le Tour de France devant un coureur. Indice, il n'était pas européen. Qui est le deuxième du maillot vert en 2007? Tyler Farrar. Ce n'est pas Tyler Farrar. Merde. Baden-Cook. Ce n'est pas Baden-Cook. McEwen. Et ce n'est pas McEwen. On remet à 0 et on recommence. Et je vais vous donner un deuxième indice. Il était à la Barle World. Hunter. Robert Hunter. Exactement. Attends, j'essaie Le de point, trouver un truc c'était- pour noter les points. Je manque de vitesse. Indéniablement. Tu es qualifié, Jérémy. Si. Bravo, Jérémy. Il y a pas besoin. Attention, parce que Rémi, si tu ne donnes pas la bonne réponse, on est mal. Hein. T'es éliminé. Oh oui. Mais je suis mal depuis le début de ce quiz. Wout van Aert remporte le sprint sur les Champs-Élysées. Mais c'était qui le dernier Belge à l'avoir gagné? Wow. Boonen. Non. Ça me dit rien, mais il fallait que je lâche un nom parce que je suis pas. Je l'ai moi. Oui, bah c'est bon, t'as gagné. Oh. Rémi, si tu veux la réponse, c'est 10 €. Ah ça, c'est pas Attention, je vais te donner un petit. Lâche un nom et puis je vais te donner un indice. cher. J'ai vraiment rien qui vient. Eddy Merckx. Pas du tout. Non, je sais. J'ai rien qui Petit vient. indice, il était dans l'équipe de Tom Boonen à la Quick Step. Oh là 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 là, on est Oh, tellement messieurs, c'est pas possible nuls. là. J'en ai un, mais. Bah, essaye. Non, mais en fait, il est pas belge. Donc, un dur. Sinon, il était dans l'équipe. Un belge. Gilou, donne un indice d'une autre étape qu'il a gagné. Oh. Ah, Faut que j'aille vérifier. Oui, mais c'était un moment important. Ouais, surtout que j'ai pas 1000 questions, donc ce serait bien que vous la trouviez. ça peut durer. ça peut J'ai durer donné longtemps. d'autres indices. Bah, il a gagné 2 étapes sur le Tour de France. Et C'est l'autre un sprinter belge. Il a 41 ans. Il était né à Hasselt. Ça ne possède pas du tout. Il est plutôt poisson pilote. C'est à la base. Stills. Tom Comment Stills. Mais non. Non. Mais Gilou, c'est pas le bon indice que tu donnes. Je suis en train de lire sa page Wikipédia. Mais c'est- c'est pas L'étape qu'il a gagnée, il s'est passé un truc. L'autre étape. Je me rappelle plus. Mais donne les Bah indices, oui. Jérémy. Fais le Ouais, quiz. donne- Aide-le. Vas-y, Jérémy, donne-nous un indice. Eh ben, il avait gagné à Gand devant Tom Boonen, alors qu'ils étaient dans la même équipe. Voilà. C'est celui dont- Ça aide pas, hein. Auquel je pense. Oh là 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 là, Bon, on est bref, perdu. laisse tomber, c'est 0. Bon. C'était Geert Stegmans. Oh là 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 là, je l'aurais jamais jamais. eu. C'était pas si compliqué que ça. Bon, ouais. Non, en Belgique, c'est pas si compliqué. Nous, Stigma. 5. Que s'est-il passé sur la 11e étape du Tour de France 2010? Deuxième étape du Tour de France. Non, je recommence. Que s'est-il passé sur la 11e étape La du Tour de 11e. France 2010? Bon, ça change pas grand-chose.
Tac. Eh ben, c'est le dérailleur d'Andy Schleck qui. Vas-y. Dans le port de Balès. C'était plus tard, ça. C'était sur la fin du tour. Ouais, je sais plus. Ouais, mais bon, on se souvient que de ça, nous. C'est quoi? C'est la victoire de. Il faut que je trouve le nom d'un Belge. Vas-y. Allez, un petit indice. HTC Columbia. Cavendish, il gagne devant Rencho. Voilà, ça fait 1 et 2. Bravo, merci à tous. Non, c'était pas ça. Je n'accepte pas. Allez, Rémi. J'ai rien du tout, moi. Est-ce que c'est lié à un jingle? Oui, complètement. Ah, le coup de tête de Marc Rencho? Oh non. Exactement. Non, je viens pas de là. Oh non. Ah ouais, ça compte pas. Et voilà. En fait, à qui il a donné ce coup de casque, Marc Rencho? Il l'a donné à Tyler Farrar. Non. À quelqu'un dont on a parlé. Oh là. Gerd Stigmans. Non. Vous trouverez pas. Par contre, vous trouverez pas, à mon avis. Pourquoi? On en a déjà parlé. Bah, c'est Tom Steele. À Guédon. Ils sont nuls, hein, Jérémy, qui t'en pense? C'est une catastrophe. Christophe Bon, Mangin. Ladanius. Donne-nous la réponse. C'était Hunter, non? C'était Hunter. Oh là là. C'était Non, Hunter. c'est Hunter. Ah, c'était pas Hunter. Bah, tu vois, je pensais que c'était Hunter. Ah bah, du coup, c'est Baden-Cook. Non plus. Bon, allez, je vais vous donner la réponse. En fait, je fais C'était un Garmin. C'était un Garmin. Bah, j'ai dit Tyler C'était Farrar. Julian Dean. Julian Oh Dean. là là. Allez, on continue. Question 7. Il faudrait une qualification, les gars. Hein, ça m'aiderait. Jelle Van Endert a très peu gagné dans sa carrière. Il gagne une étape au sommet du Tour de France. Mais c'était quel sommet encore? Plateau de Bay. Exactement. Bien joué. Ouais. Bravo. Allez, finale. Yes. Merci d'avoir éliminé celui qui est à 0, hein, parce qu'il y en a marre. Mais non, il a eu un point pour le. Non, pour... Ah oui, il a eu un point, pardon Rémi. Pour Pardon, Rennes. Oui, quand même. Allez, la finale. Joran Wierhuis est champion du monde U23 de cyclocross. Mais c'est qui le premier français de cette course? Mais attends, non, mais tu me donnais cyclocross, mais donne-lui la victoire aussi. Il commande tous les cyclocross. J'en ai vu 2 avec Anthony Nicolas. Je fais ce qui me plaît, première chose. Ce qui plaît, Joran Wieser, putain, le premier français en espoir? Ouais. C'est facile. C'est très facile, mais j'ai un énorme trou de mémoire, tu vois. C'est pas si facile que ça en vrai. Hein. C'est Romain Grégoire. Ce n'est pas Romain Grégoire. Qui n'a pas participé pour le coup. Comment il s'appelle Merde, je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Ben c'est mort. Eh ben c'était Antoine Ubi. Quoi? Ouais. Antoine Ubi, ouais. Enchanté. 10. Je suis déçu, les gars. Quelle est la dernière fille à avoir remporté la flèche wallonne en haut du mur de mi, à part Anna van der Breggen? Livia Doma. Non. En haut, Van Vleuten? Non plus. Allez, on recommence 0. Vous posez une question. Chacun. Voss. Ah, Voss, c'est pas mal. Non. C'est pas Kacha, c'est pas... Ah, c'est dur, hein, quelqu'un qui... Non, c'est pas dur. Là, vous êtes vraiment... c'est honteux, les gars. J'ai une idée, moi, j'ai une idée. Ah, faut que je donne un C'est très bien, garde-la. Je la garde. Franchement, là, qui pourrait aller... Honteux. C'est Longo Borghini. Non plus. C'est PFP, c'est Ferrand Prévost. Mais oui. Oh là, bien sûr. Bon, là, les gars, je vous êtes d'accord que je peux comprendre que ce soit honteux. On C'est a plus honteux, l'habitude, autant pour nous. des Françaises qui gagnent la Flèche Wallonne ou des grandes courses. Bon, 1-0, il reste 2 questions. Ah oui. Donc, alors attention, là vous allez devoir miser. Donc je vous explique. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 8 coureurs avec Julien Alaphilippe en 2020 au championnat du monde en Italie quand il est champion. Vous devez donner le nombre que vous êtes capable de dire. Celui qui dit le plus haut tente sa chance. S'il réussit, point pour lui. S'il rate, point l'adversaire. C'est ceux de l'an dernier? Non, celui en 2020. Imola. Oh, Imola. Attends. Et c'est Jérémy qui va dire en premier combien il est capable d'en dire. Je peux t'en donner 3. 3. Est-ce que tu es capable de donner plus ou pas? Je pense que je peux en donner 4, oui. Allez, vas-y. Ah, je suis en train de noter, je peux pas tout faire. Ah mais je peux pas surenchérir là? Bah oui, surenchéris si tu veux, en attendant que je note. Ah oui, est-ce que tu es capable d'en donner 5? Ah bah oui. Moi, je donnerai pas 5. Allez, à toi, Anthony. À toi, Jérémy, pardon. Anthony, tu me manques de respect. Alors, il y a Quentin Paché. Ah voilà, je te cherchais, oui. Évidemment. Il y a Guillaume Martin. Ouais, ça j'ai. Oui. Il y a Rudy Mollard. Ça aussi, oui. Il y a Valentin Madouas. Oui.
Je l'avais aussi. Et il y a Cavagna. Oui. Il y a vraiment oui. Attends, mais je savais pas du tout. Est-ce que tu es sûr d'avoir la bonne liste? Cavagna, c'est Et pourquoi t'as pas dit Julien? Mais non, mais t'as dit ceux qui l'accompagnaient. Mais oui. Ouais, mais bon. Il y a Alaphilippe, Bernard, Elisson, Madouas, Martin, Mollard, Paché et Nance Peters. Donc il n'y a pas Cavagna. Il n'y a pas Cavagna. Ah, j'ai gagné. J'ai gagné ce point. Il est génial ce quiz. Non, on donne tout sur le dernier. Ah oui, il y a un partout. Allez, Dou, c'est la dernière question. Je suis désolé, ça va c'est un petit peu cyclocross, mais pas trop. C'est comme ça, c'est tombé comme ça, vous avez qu'à mieux répondre avant. 14e du championnat du monde de cyclocross, je suis la révélation sur route cette année du côté d'Ineos. Qui suis-je? Turner. Exactement, Ben Turner, victoire de Jérémy Sakian qui rentre dans le classement général de ce quiz. Et non, je ne l'ai pas fait gagner pour rester égalité au classement général. Alors, juste pour savoir, celui-là, il vaut combien de points? Il vaut 1. Il vaut 1, d'accord. Bah oui. Ça va. Donc Jérémy, on a été mauvais comme tout en plus. J'ai l'impression qu'il vous a pas plu ce quiz. J'ai l'impression que ça n'était pas. Ah bah. En si, fait... moi, ça m'a plu. Le problème, c'est que je pouvais pas répondre pendant que les autres bégayaient. Ouais, t'as vu, j'ai tout le temps la même chose. Moi, je réponds, mais jamais quand. Tu nous as aidé une fois. T'as dit une saucisse, donc tranquille. J'avais j'ai quand même pas mal aidé aussi sur le deuxième. Hein. Oui, bon bah ça va. Bon allez. Sur le générique. Oui, on va passer au pari. Merci. On va parler autre chose. Bravo, Jérémy. Première fois et peut-être dernière fois que tu es donc dans un quiz et tu le remportes. Ça veut dire que tu es vraiment très très fort dans la tête. Mais on va voir si tu es très très fort en pari. Ah, c'est même pas vrai. Les paris de Paris-Roubaix, oui c'est vrai, c'est drôle. Deux fois Paris, non, ok. Donc du coup, j'ai changé un truc, sais, c'est qu'au niveau des paris, j'ai noté donc 2 points pour les gagnants et 1 point pour ceux qui donnaient un coureur sur le podium. Voilà, je vous le dis comme ça. Et puis ça a déjà changé un peu. On n'a pas encore fait genre les cotes, savoir si c'est un moins fort ou un plus fort. On verra au fur et à mesure. Mais en attendant, si mes comptes sont bons, c'est Anthony qui mène devant moi et Jérémy à 3 points, Anthony 4 points et Rémi 2 points. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai des points. Oui, je te fais phénoménal. Parce que tu avais donné Pogacar à un moment. On sait pas d'où ils sortent nos points. Hein. Je sais même pas, moi, 3, mais mystère. Attends, c'est ce que j'ai noté. Mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On va pas se mentir. Moi, je prends. Il a juste une fiche avec les points de la belote d'hier. J'ai mis des trucs au hasard. Bon, allez. Rémi, tu commences par. Donne-nous la personne qui va gagner Paris-Roubaix. Je reste sur mon Stefan Kung. Allez, Stefan Kung pour Rémi. Jérémy. C'est un petit pari que je vais faire dans le pari. C'est Dylan Van Baarle. Ah, Van Baarle, on n'en a pas parlé une seule fois depuis le début, mais bon, c'est vrai que il marche pas trop mal, on l'a vu sur le Tour des Flandres. Juste deuxième. Gilou, c'est qui pour toi? Il me l'a volé, mais je m'en fous, je veux dire Stephen Kung aussi. Tout à fait, on peut dire Stephen Kung. En effet, et moi, je vais vous donner... J'hésite vraiment de dire une dinguerie ou pas. J'hésite à vous donner quand même... Il y a les Wallace. Non, je vais dire Benoît, voilà. Benoît, c'est pour moi. Très bien. Je l'ai dit sur le Tour des Flandres d'ailleurs. Non, sur l'Amstel. Ok, très bien. J'ai noté cette fois-ci, je noterai les points, sachant que... Alors, Johan, ça va peut-être changer, hein, mais pour l'instant, je ne le vois pas sur la start list. Ah, super. Alors... Qui ça, Benoît? Ouais. Attends, il y a Tennyson, Van Hooydonk, Rosen, Van Aert, Encorn, Affini, Laporte et Van Dijk. Ça fait Van Aert, il sera pas, ils vont mettre Benoît. Bah, moi, je pense qu'il y sera, mais pour l'instant, il est pas là. J'en donne la victoire d'Anthony de la place à Paris-Camembert. Ouais, alors oui, on a vu Paris-Camembert. Super, on enregistre Gilou. Hein, très bien, je vais donner donc Ghana en plus, parce que ça me fait rire. Ça me fait rire. Sachant qu'on a vu quand même quelques dingueries au niveau des cotes et tout. Campenard qui a 80, voilà, c'est assez haut. Geraint Thomas à 100 si vous voulez le mettre, évidemment. Mais c'est surtout après on s'est amusé de regarder sur le Tour de France. Alors des dingueries sur le Tour de France, on en parle maintenant parce qu'on a regardé là. Il faut. Donc Pogacar 1,55, donc Primoz Roglic 3,75. On a Vingegaard en 3, Daniel Martinez en 4. Et on va très vite en 6 ou 7. Il y a Geraint Thomas, Julien Alaphilippe devant Jack Haig, Vlasov notamment, Wout van Aert devant Adam Yates, Mikel Landa, David Gaudu égalité avec Miguel Angel Lopez. Donc ça on se régale. Thibaut Pinot en même temps que Sivakov, je ne sais pas où ils viennent à 125.
Froome, Puis Froome en même temps que Lutsenko, Uran et donc Sivakov et Pinot. Et surtout, et devant Bardet. Bardet derrière donc Christopher Froome. Voilà, ça c'est super. Et un autre truc à vous donner aussi, sachez que vous pouvez mettre Tom Pidcock plutôt que Bourman ou Gino Madère, ou encore Filippo Ganna ou Michael Storer. Voilà. Pour les cotes de Tour de France, c'est n'importe quoi. Guillaume Martin qui est moins bien coté que Filippo Ganna, ça vous dit quoi? Ouais, non, mais Guillaume Martin en égalité avec Gino Madère et Bourman, du coup, derrière Storer, derrière Froome. Derrière Van Der Poel. Non mais qui fait les cotes là? C'est pas possible, Gilou là. Tes copains ils font quoi depuis le début? Ils sont bourrés à chaque course ou c'est comment? Non mais c'est drôle parce que le 6e favori Remco Evenepoel il va même pas sur le Tour de France, donc bon. C'est comme ça, c'est les cotes, hein. Vous savez, en termes de cotes, des fois il peut se passer des choses assez folles, hein, comme l'histoire de Ganna. Si les gens n'avaient pas parié et pas poussé dans un sens pour équilibrer, par exemple, je vous donne un bête exemple, mais si là maintenant je décide de mettre sur Twitter aller parier sur Attila Valter à 301, tu peux être sûr que dans une heure il est à 150. Hein. Ah oui, donc ça peut Oui, ça peut aller vite. Hein. Parce que Froome, devant Tom Dumoulin, devant Kelderman, devant Bardet, devant O'Connor. Bon, O'Connor a juste fait 4e l'an dernier. Bon, bah ça va quoi. Avec Froome, la dernière fois qu'il a grimpé un truc, c'était quand? Je me souviens. Mais il était filmé par France TV d'ailleurs. C'est quand il y avait une. C'est clair, il était à la même vitesse que notre journaliste. Qui d'habitude a un vélo électrique et là il s'est dit bon, on va pas prendre d'électrique, c'est Froome. En ce moment, ça va pas de quoi? Décidément, et ça passe pas quand Cancellara. C'était il y a 12 ans, mais ça passe pas. Cancellara et Mathieu Heyman, ça passera jamais. Mathieu Heyman, c'était une belle victoire. Oui. Beaucoup de rancœur chez Gilou qui en a pris pas mal aujourd'hui. Chez les Belges, ouais, chez les Belges. Beaucoup de sommes, est-ce qu'on peut dire ça la plupart du temps? On en profite. Merci à toi Gilou en tout cas d'avoir participé à cette émission, d'avoir fait le quiz remporté par Jérémy Sakian. Merci à Rémi d'avoir participé au quiz, de m'avoir accompagné ici autour de la table en espérant de revoir Jérémy très prochainement, mais il est très pris. Allez, West Ham. Très pris. Oui, on le verra. La semaine prochaine, il n'y a pas de match, donc je serai là. Très bien, parce que ça juste Paris-Roubaix, donc après tu peux venir pour les petites courses, hein. Il y a le Tour de Sicile, tiens, tu veux qu'on fasse un truc dessus, c'est ça? Bon, si mon peloton Issa Derail nous paye le billet, allons en Sicile. Alors on en discutera après. Merci à tous. Aussi pour le billet. Ouais, bah super. Déjà que toi on te paye. Pas. Allez les gars, merci à tous d'avoir été là, merci à tous de nous avoir écoutés. Les plateformes vous connaissez, on a changé aussi de caméra aujourd'hui, peut-être que ça va marcher correctement, on verra bien. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec un Paris-Roubaix qu'on espère dantesque. Salut à tous.